On va laisser les personnes se joindre à nous graduellement. Mmh. On voit que ça augmente. C'est vrai, toi, tu as le tableau de bord. Effectivement. Ouais, c'est ça que je l'ai ici. Mmh. Je pense qu'on va pouvoir commencer dans une petite minute. Puis on va laisser les autres participants se joindre à nous par la suite. Mmh. Bon, bah écoutez, il est midi, donc on va, on va pouvoir commencer. Oui, on va pouvoir commencer. Donc bonjour à tous, je suis Sybille Yao, agente des communications et des événements chez STIC. Merci d'être présent en si grand nombre ce midi pour participer à ce webinaire en collaboration avec le RTMQ et Perform qui s'intitule Meilleures pratiques et opportunités, la reprise des activités dans un contexte de pandémie Covid-19. Merci à notre conférencier Philippe Tassé, conseiller senior chez Premier Continuum. J'aimerais vous informer que la présentation sera disponible après la conférence, donc elle vous sera envoyée joint au sondage de satisfaction par courriel. La durée du webinaire donc, sera d'1 heure, 45 minutes de présentation et 15 minutes de questions. Concernant donc la période de questions, vous avez juste en bas de votre écran une section avec marqué Q et R, donc vous pourrez écrire dans cette section et je me ferai un plaisir de poser vos questions après la présentation au conférencier. Donc sans plus tarder, je cède la parole à Monsieur Tassé. Merci. Mmh. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bien heureux d'être avec vous aujourd'hui. Hem, mon nom est Philippe Tassé. Je suis conseiller senior chez Premier Continuum. Ça fait plus de 20 ans que je fais de la continuité des affaires, de la gestion de crise et des mesures d'urgence. J'ai eu la chance de travailler avec, plusieurs organisations industrielles, manufacturières, gouvernementales, télécoms, financières aussi. J'ai fait, un bon nombre de secteurs différents et c'est avec plaisir qu'aujourd'hui, on va, parler de retour. Je vais prendre quelques minutes de votre temps pour vous parler de Premier Continuum, par contre, et je vais éteindre ma caméra, ce qui va me permettre de regarder le bon écran et d'éviter de vous démontrer mon profil. Donc, Premier Continuum est une firme de consultation reconnue au Québec, au Canada et aux États-Unis. On travaille étroitement avec BCI, le Business Continuity Institute. On a été cité par Gartner lors des 3 dernières années pour une série d'innovations dans notre produit phare qui est à la solution, mais aussi en tant que provider pour nos services. On a 3 grandes lignes de services, de la formation avec BCI et iCore, de la consultation et l'automation avec Parasolutions. Nos 4 grands domaines d'expertise, la continuité des affaires ou des activités, la reprise des technologies, la gestion de crise et d'urgence et la gestion du risque. Il y a plus de 22 années que Premier Continuum est en affaires et nous sommes très fiers des honneurs que Gartner nous a donnés dernièrement. Donc, le contenu de notre webinaire d'aujourd'hui. La nouvelle normale ou normalité, dépendant de qui vous suivez, la continuité des activités 101.
On va regarder ensuite les meilleures pratiques selon 6 grands axes de réflexion pour finalement conclure avec une jolie réflexion sur la résilience organisationnelle et on va vous suggérer quelques ressources pour vous aider dans votre réflexion. Il y aura ensuite la période de questions et de discussions. Alors, la nouvelle normale. Comme vous pouvez voir, la nouvelle normale vient en fait changer significativement la façon dont on fait nos activités, nos affaires, dans la façon dans laquelle on vit finalement notre quotidien. Pour réaliser que ce qu'on vit en ce moment risque de ne pas changer à court terme. Il n'y a pas de vaccin pour l'instant et malgré toutes les prédictions, c'est absolument impossible de prédire à court terme l'arrivée d'un vaccin ou non. Alors, il va falloir réaliser que ces mesures qu'on est en train de mettre en place risquent d'être là encore pour un certain temps. Toutes ces mesures, qu'elles soient sanitaires ou toutes ces modifications que l'on fera à nos opérations, vont devoir devenir un peu notre nouvelle façon d'opérer. Il faut aussi réaliser que ce qu'on vit en ce moment n'est qu'une première vague. Les organisations comme l'Organisation mondiale de la santé ont toujours anticipé une suite, une succession de vagues euh, qui viendraient frapper euh, les différentes communautés, de façon à ce que finalement, ces mesures que l'on met en place devront et pourront être raffinées de façon à être de plus en plus efficaces et espérant finalement réduire les impacts de ces vagues subséquentes. Toute la question de la disponibilité du personnel va devenir déjà, en fait, était déjà au centre de nos préoccupations organisationnelles. Elles vont le devenir encore plus. Avec la fermeture des écoles, la fermeture des services de garde, les gens qui sont malades, les proches aidants, tout ça va devenir finalement un encore plus gros casse-tête pour nos organisations. Finalement, on ajoute à ça les consignes gouvernementales qui changent quand même assez fréquemment et auxquelles on doit être capable de réagir rapidement. Et finalement, toute la stabilité et la robustesse de nos chaînes d'approvisionnement, où là, il va falloir regarder plus en profondeur comment elles sont structurées, de façon à s'assurer peut-être un peu plus de robustesse. Alors, où vous situez-vous? Si vous regardez ce graphique, vous verrez qu'il y a 3 grandes phases à la réponse à un événement. La réponse d'urgence, la réponse immédiate, qui finalement réagit à l'événement et nous permet d'assurer finalement la sécurité immédiate de nos employés, de nos opérations, de nos actifs. Mais en soi, c'est une période de réaction. Ensuite, la gestion de crise ou de l'incident qui prend la relève. Et on se retrouve alors dans une situation où finalement, ce n'est pas autant une question d'efficacité de notre réponse, mais de crédibilité de notre réponse. Où là, on anticipe à plus long terme les impacts, les répercussions, et on commence à prévoir et à soutenir la troisième phase, qui est la continuité et la reprise de ces activités-là. Donc, comme vous pouvez le voir, elles ont toutes leurs intensités différentes, leurs durées différentes, et effectivement, selon les scénarios, ces intensités-là pourraient varier. Le but ici, c'est de voir qu'elles sont toutes 3 réparties dans le temps et que, en soi, celle qui prendra le plus de temps à se compléter est généralement celle de continuité. On a un grand nombre d'activités à remettre en œuvre et à planifier et à coordonner. Continuité des activités 101. Bon, je ne sais pas à quel point la continuité des affaires est un élément déjà implanté dans vos organisations. Par contre, la continuité des affaires ou des activités, c'est quelque chose de quand même relativement simple à la base. C'est de figurer finalement quelle est la tolérance à l'interruption
de notre organisation pour ces différentes activités. D'arriver à identifier finalement cette tolérance à l'interruption nous permet d'identifier finalement les activités qui sont les plus critiques à nos opérations et à la survie finalement de notre organisation, puis à la réalisation de sa mission. Tout ça est fait dans le cadre d'une série d'activités d'analyse. On passe par-dessus ça, mais ça nous permet finalement d'identifier quelle activité doit être prise à l'intérieur de quel temps et aussi d'identifier ses interdépendances. On ne se cachera pas, de nos jours, nos organisations travaillent en étroite relation avec les différents secteurs de notre organisation, les différents sites de production. Nos fournisseurs, nos chaînes d'approvisionnement sont intégrés étroitement à nos opérations et à la planification de nos activités. Il est donc super important d'identifier ces interdépendances-là préalablement de façon à ce qu'on ne se retrouve pas à tenter de démarrer des activités sans avoir en même temps accès à toutes ces dépendances nécessaires à son démarrage. Il faut ensuite identifier puis prioriser les solutions qu'on peut mettre en œuvre pour redémarrer ces activités-là. S'assurer qu'on a assigné des gens qui prendront en charge toute la coordination et la mise en œuvre de ces activités-là. Documenter méthodiquement le tout et surtout exercer, améliorer puis mettre à jour toute cette documentation-là. Je vous dirais que avec ce qui se passe en ce moment, peu de plans de continuité qui avaient été développés pour un scénario de pandémie avaient prévu finalement cette situation telle qu'elle est en ce moment en train de se réaliser. Je crois qu'on a tous été pris un peu de court par la rapidité avec laquelle tout ça s'est déclaré, la rapidité avec laquelle les gouvernements ont déclaré leurs mesures strictes et sévères d'intervention. Et donc, peu de plans étaient peut-être assez développés pour répondre à ça. Par contre, depuis plusieurs mois, on a mis un grand nombre de mesures en place et il nous en reste à planifier. Et donc, je vais vous inviter à ce qu'on regarde, selon 6 grands axes de réflexion, finalement, les choses qu'on aurait dû déjà avoir en place et ce qu'on aura à considérer pour les semaines et mois à venir. Donc, nos grands axes. Coordination, continuité des activités. Là, j'inclus tout le volet opération. Bâtiments et actifs, résilience opérationnelle, ressources humaines et communication. Je vous le dis tout de suite, vous allez m'entendre parler de communication à travers les 5 axes précédents. La communication en soi, tant qu'à moi, aurait pu se retrouver au centre du cercle ici. Elle est à la base du succès de quelques mesures que ce soit que l'on tentera de mettre en place dans ces axes-là. Mais il y a aussi des aspects de communication qui valent la peine d'être traités de façon distincte. Alors, on en parlera tantôt lors du dernier volet. Bon, qu'est-ce qu'on aurait déjà dû avoir en place? On aurait dû avoir une structure de réponse, appeler ça un comité de crise, un comité d'opération, mais on devrait avoir une structure qui est déjà en place et qui gère, planifie, anticipe la réponse que l'on doit mettre en place. C'est sûr que cette structure-là, elle va varier en fonction de la taille, de la complexité de votre organisation, mais idéalement, elle devrait être capable de gérer tant les aspects, en fait, la structure devrait être capable de gérer tant les aspects stratégiques, tactiques et opérationnels. Plus l'organisation est petite, plus naturellement, ces 3 aspects-là vont se regrouper ou se retrouver assignés à un petit groupe d'individus. Généralement, il est important d'essayer de séparer tout au moins le stratégique des 2 autres, de façon à être capable d'anticiper à plus long terme
les impacts, les besoins, les répercussions de l'incident sur notre organisation. Les rôles et responsabilités devraient être très clairs. Le nombre de fois que j'ai vu des situations où on avait plus d'un comité en place, mais que les rôles et responsabilités de ces comités-là n'étaient pas clairs, puis qu'on se retrouvait dans des situations où chacun, finalement, venait à se gêner mutuellement. Il est vraiment important de s'assurer que les rôles et responsabilités des membres sont bien déterminés, mais que ceux des comités aussi, les terrains de jeu de ces euh, comités-là sont aussi clairement établis. L'élément aussi d'alerte et de mobilisation. Qui on informe? Comment ça va être transmis, cette information-là? Les coordonnées de mes membres. S'assurer aussi qu'on a de la relève. C'est sûr que plus l'organisation est plus petite, plus cette relève est difficile à avoir, mais il faut éviter d'avoir des joueurs uniques à des positions clés. Il faut développer, créer, assurer une certaine relève au sein de ces équipes-là. Sinon, on va les épuiser, on va les brûler. Et donc, assurez-vous, si vos mesures ou votre équipe est déjà en place, qu'elle a eu la chance de se reposer, de reprendre son souffle. Et si ce n'est pas le cas, dites-vous qu'on en a encore pour plusieurs mois devant nous à avoir à gérer des situations hors normes. Et donc, c'est important qu'on trouve des façons de reposer nos membres de ces équipes-là. Donc, ça, c'est la partie en soi qui aurait dû déjà être en place. Mais à ça, j'ajouterais un journal de bord. Alors que vous appuyez ça un journal de bord, un registre des actions, il est très important de documenter finalement les mesures, les décisions, l'information qu'on avait quand on a pris ces décisions-là, de façon à ce qu'on puisse retracer finalement la chaîne chronologique de nos décisions et les événements finalement ou les informations qui les ont influencés. Un, ça va nous permettre de beaucoup mieux comprendre finalement d'où venaient et d'où en fait, les facteurs qui ont influencé ces décisions-là. Mais deux, ça assure aussi la possibilité ou ça facilite la prise en charge par la relève d'avoir quelque chose de documenté. La relève peut revenir et voir finalement qu'est-ce qui a été mis en place précédemment. Dans un contexte de pandémie, il ne faut pas se leurrer, les chances que certains de nos joueurs principaux tombent au combat restent tout à fait possibles. Et donc, il faut encore là s'assurer que ceux qui seront appelés à prendre la relève ont quelque chose pour les guider, les orienter ou juste comprendre aussi le cheminement qui a mené à ces décisions-là ou à ces mesures-là. Il va falloir s'assurer, quand on est une équipe de coordination, qu'on communique clairement et régulièrement ses objectifs. Le nombre de fois où on a vu à travers certains de nos clients ou d'entreprises qu'on est venu aider en cours de route, des situations où des décisions étaient prises, mais qu'on ne communiquait pas clairement nos attentes ou les objectifs qu'on avait avec ces décisions-là. Ou qu'on n'informait pas justement nos employés, nos gestionnaires sur l'état de la situation, puis la direction qu'on voulait prendre dans notre réponse à cette situation-là, ça amène inévitablement à des mauvaises perceptions des consignes ou des attentes de ces consignes-là et à des résultats finalement qui varient beaucoup d'un endroit à l'autre, qui peuvent même être conflictuels ou gênants l'un envers l'autre. Alors, c'est vraiment important de s'assurer que ces décisions que les différents comités prennent sont claires, mais qu'elles sont aussi clairement communiquées à l'ensemble des gestionnaires. Il faut aussi s'assurer qu'on a établi des canaux de communication bien connus de tous et qui sont efficaces pour passer ces informations-là de façon à ce que tout le monde la reçoive. Là encore,
Juste dernièrement, j'ai vu une situation où deux directeurs ont été finalement ont dû être écartés du travail. Et ça a créé un trou inattendu un peu dans la chaîne de communication. Et là, tout d'un coup, pouf, les équipes commencent à recevoir que des brides d'informations. Et là, on a vu des répercussions dans la mise en place de certains nombres de mesures. Puis tout ça aurait pu être pallié par une relève bien établie. Mais dans ce cas-ci, on avait une personne qui était en congé de maladie avant la COVID, un directeur qui a été mis en quarantaine, et puis hop, tout d'un coup, on avait un bris dans nos processus de communication. Donc, si on parle de coordination, on parle beaucoup de communication, on parle beaucoup de briser les silos puis d'encourager aussi le travail d'équipe. Puis on parle aussi beaucoup de rôles et responsabilités très clairs. Là, c'est le temps de prendre, par contre, avant cette nouvelle phase d'opération, de prendre un pas de recul. C'est-à-dire, ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on réagit, qu'on planifie, qu'on met en place un certain nombre de mesures, mais on est dans le feu de l'action. On n'a pas le temps de finalement s'arrêter et de se dire, OK, là, on a mis tout ça en place. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Là, je sais que je vais avoir à réutiliser un certain nombre des mesures que j'ai mis en place au début de la crise parce qu'on va revenir au bureau ou dans nos installations pour travailler. Et là, il faut que je regarde qu'est-ce qui a bien fonctionné et ce qui a mal fonctionné. Fait que prenez le temps de regarder, de revoir les grandes mesures que vous avez mises en place. Assurez-vous qu'il y a des debriefings, des post-mortem qui sont faits au sein des grandes équipes qui ont été responsables de ces mesures-là. Puis, assurez-vous que les mesures d'amélioration, les pistes d'amélioration sont documentées et priorisées. On n'aura peut-être pas le temps de tout améliorer pour le retour aux opérations qui est prévu, en fait, de façon variable là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais si on priorise celles où on doit intervenir en premier, on améliore finalement notre capacité à se relever, à être résilient, à être efficace finalement dans nos opérations. Alors, c'est vraiment important et c'est, je vous dirais, une des activités dans laquelle on est le plus impliqué dernièrement avec nos clients, c'est de s'asseoir avec eux, leurs différentes structures de réponse, leur comité de gestion, puis leurs équipes de soutien, les RH, les communications, logistique et autres choses à ça. Puis on passe à travers tout ce qui a été mis en place, puis on regarde où on peut s'améliorer, quels sont les quick wins que l'on peut mettre en place pour ensuite travailler sur ces mesures-là de façon à ce qu'on soit plus efficace la prochaine fois. Bon, continuité des activités. Je vous ai mentionné tantôt, quand on parlait de continuité 101, qu'en bout de ligne, la continuité des affaires ou des activités, notre but, c'est quoi? C'est d'identifier finalement ce qu'on doit absolument redémarrer, de déterminer finalement dans quel ordre et aussi dans quel délai. Bien, je ne vous cacherai pas que dans bien des cas, quand on a préparé initialement cette priorisation des activités pour ceux qui ont fait le travail là, préalablement et qui ont des plans de continuité, cette priorisation-là, finalement, considérant la situation actuelle et à quel point elle est peut-être pas tout à fait ce à quoi on s'attendait, c'est peut-être une bonne idée de repasser rapidement à travers cette priorisation-là et de revoir finalement si elle est encore pertinente, si le séquencement qui avait été prévu tient encore la route et si les délais tiennent encore la route. C'est certain que considérant le fait qu'actuellement, on n'a peut-être pas un très grand nombre d'impacts, donc de personnes malades, mais on a un grand nombre de personnes qui ne sont peut-être pas disponibles pour revenir travailler.
ça va avoir un impact sur cette capacité qu'on a à redémarrer nos opérations et dans un ordre particulier. Pour regarder ces éléments-là, il faut aussi regarder la disponibilité des lieux. On va avoir à revoir complètement la façon dont on utilise nos locaux. Et ça, on va en parler un petit peu plus loin. Il y a aussi les éléments quant à la disponibilité ou la capacité à nos fournisseurs de nous livrer les matières premières ou les éléments qui sont essentiels à nos opérations. Puis aussi, il y a une question de demande. Quand on va redémarrer, on s'entend l'économie au complet est au ralenti. Est-ce que la charge, le cahier de charge va être aussi rempli qu'il l'est? Peut-être pas. Il y a peut-être certains éléments de ce que vous livrez ou de vos opérations qui vont être plus en demande qu'ils le sont normalement. Donc, c'est important de repasser un peu à travers tous ces éléments-là de façon à s'assurer qu'on repart effectivement les bonnes activités. Toutes les modifications qu'on aura apportées à nos procédures et aux méthodes de travail préalablement, mais il va aussi falloir regarder à peut-être assigner des nouveaux rôles à certains des membres de nos équipes de façon à peut-être réduire la circulation dans les lieux. Donc, j'ai des entreprises qui ont commencé à penser à avoir des gens qui vont s'occuper de la livraison sur le plancher plutôt que d'avoir les employés ou les équipes qui vont eux-mêmes s'approvisionner en pièces et équipements. Des gens supplémentaires qui vont être assignés à la surveillance ou à la formation pour l'utilisation des équipements de protection personnelle. Il y a un certain nombre de nouvelles responsabilités qu'il va falloir considérer. Il va falloir aussi penser à la charge de travail. Comme je vous disais, elle sera peut-être plus grande, plus petite que ce qu'on anticipait. Et donc, il faudra voir si on est vraiment capable de fournir à cette demande-là. Puis si on a les employés aussi. Il y a toute la question des expertises particulières et uniques que vous pouvez retrouver dans certaines de vos organisations. Et on pourrait se retrouver dans une situation où finalement, on n'a pas les ressources nécessaires pour reprendre certaines de nos activités à leur plein régime. Il faudra aussi penser à l'état de nos fournisseurs. C'est très important de s'adapter, en fait, d'anticiper et de communiquer avec eux afin de s'assurer qu'ils sont capables de livrer ce dont on a besoin en fonction de notre prise à nous et de s'assurer aussi que la qualité et la fréquence sera là et qu'on n'aura pas de situation où eux tenteront de livrer malgré tout. Je vous invite aussi à penser à la façon dont vous recevez vos livraisons. Toute la tâche habituelle de la réception des marchandises va devoir être considérée. Il y a la question de la proximité, mais aussi la question de la contamination, décontamination, lorsque nécessaire, de ce que vous recevrez. Ensuite, on avait toute une série de mesures qu'on avait mises en place, que ce soit un site de relève, du télétravail ou de nouvelles mesures opérationnelles. Il va falloir voir si finalement on maintient ces activités-là ou non. Dans un contexte où on va avoir à réviser finalement comment on utilise nos bâtiments, il y a peut-être certaines des méthodes, comme le télétravail, pour nos gens plus administratifs ou d'expertise technique. Donc, ça va devenir intéressant de maintenir le télétravail de façon à libérer de l'espace puis dans les bureaux et de redémarrer que certaines activités où là, la présence dans un même environnement d'une même équipe a vraiment des atouts à l'efficacité et à la production. Bon, bâtiment et actif. Bâtiment et actif, je ne me lancerai pas dans de grandes discussions sur le redémarrage des systèmes. C'est sûr qu'on va avoir à envisager la remise en condition ou le redémarrage de nos édifices ou de nos aires de travail
suite à une faible occupation prolongée. Il y a des organisations comme BOMA, comme d'autres aussi des gestionnaires d'immeubles qui ont préparé des guides avec toute une série de choses dont il faut penser, là, ventilation, chauffage, climatisation, des choses comme ça, certains systèmes bien particuliers. Tout ça doit être pris en compte. Même vos équipements et systèmes de production doivent sûrement avoir toute une chaîne de redémarrage. Et donc, il va falloir tenir compte de ces éléments-là de façon à ce que l'équipement, les lieux soient prêts à recevoir avant que, naturellement, les employés arrivent. Il va falloir aussi penser à tout ajuster ces environnements de travail-là de façon à respecter les nouvelles normes de distanciation, à respecter les nouvelles normes d'hygiène au travail, et aussi pas juste la réorganisation physique, mais aussi la réorganisation horaire de tout ce travail-là. Pensez-y, si vous avez une organisation avec plusieurs centaines d'employés, puis que la majorité des quarts de travail commencent à 8h30, vous allez donc avoir à faire face à une concentration d'employés qui vont arriver au même moment pour débuter leur journée. On va avoir tout de suite des problèmes de distanciation, d'accès, de respect des mesures d'hygiène. Donc, des choses auxquelles on peut penser, c'est de décaler les heures de début, les heures de fin de certains quarts, certaines équipes, de façon à étaler un peu l'arrivée. Ça peut avoir aussi des effets intéressants pour ce qui est du transport. En étalant un peu, on peut aussi se retrouver à ne pas nécessairement avoir tout le monde euh, qui arrive durant les heures de pointe standard. Donc, on peut aussi alléger ou réduire un peu les risques si plusieurs de nos employés utilisent les transports en commun. Il va falloir revoir aussi toute la question de l'utilisation des salles de conférence, des aires communes, des aires de repos. Certaines d'entre vous ont peut-être des gymnases ou des centres d'entraînement, des vestiaires. Ce sont tous des choses finalement qu'il va falloir réviser. Je vous dirais que dans bien des cas, les salles de conférence et les gyms sont tout simplement fermés. Par contre, les vestiaires présentent un défi souvent non négligeable, où là, on aura peut-être à revoir complètement l'attribution des cases de façon à ce que, en fonction des arrivées des quarts de travail, s'ils ont été ajustés, mais on respecte la distanciation finalement entre tous ces employés de façon à ce qu'ils puissent utiliser leur case tout en restant dans les distances nécessaires. Vous avez des services aussi de nettoyage pour les équipements, les chiennes, les couvres, les couvres, les bottes, tout ça. Il va falloir voir comment on va disposer de ces équipements-là vers le centre de nettoyage. La question de la draille, là, du séchage de ces équipements-là, la redistribution vers les employés, tout ça va devoir être réenvisagé et aussi en ligne avec les processus d'entretien ménager qu'on va devoir adapter. Donc, on s'assure qu'on ne crée pas des points d'émergence de contamination du virus dans nos lieux de travail. D'autres éléments qu'il va falloir aussi prendre en compte, c'est l'accès aux lieux et aux étages. Je vous ai parlé de décaler les quarts de travail. Je vous dirais aussi qu'il va falloir considérer l'accès aux étages ou la circulation à même dans l'édifice. Tous ces éléments-là vont devoir être réajustés. On peut se retrouver finalement, comme je vous disais, en maintenant un certain nombre de nos employés à domicile parce que le télétravail est une possibilité. À ce moment-là, c'est une façon finalement de réduire la circulation et l'utilisation du pied carré. On peut aussi organiser justement les horaires d'utilisation pour certaines des aires communes en fonction de ce redécalage des quarts de travail ou des heures de travail.
toute la question aussi de ce qui est gestion des équipements de protection personnelle, mais jetables. Vos organisations sont tous bien différentes, elles ont tous des situations ou des considérations d'opérations différentes et l'équipement de protection personnelle que vous fournirez à vos employés va varier selon la nature de vos opérations. Dans certains cas, ça sera de l'équipement plus permanent qui devra être lavé. Il va donc falloir prévoir ces éléments-là. Mais dans d'autres cas, ça va être des éléments qui sont dits jetables. Et donc, dans le cadre de la gestion de vos bâtiments, vous devrez prévoir finalement des méthodes sécuritaires pour gérer la disposition de ces équipements-là. Et sur ça, je vous invite à regarder le guide de BOMA. Il y a des éléments intéressants qui sont mentionnés là. D'autres éléments à considérer, tout ce qui est outils, équipements, machinerie qui est partagée, soit entre les corps de travail, soit carrément à travers une même chaîne de production ou une équipe de processus. Toute la notion de désinfection ou de nettoyage va devoir être prise en compte. Moi, j'ai des situations où certains clients ont opté tout simplement pour dire, ben, parfait, on rachète certains équipements plutôt que de les partager, ils deviennent assignés à certaines ressources bien spécifiques. De cette façon-là, on limite les risques de propagation entre individus. Puis bon, c'était une façon de gérer cette préoccupation-là. Dans d'autres cas, ça sera pas possible. Il faudra peut-être prévoir des mesures de nettoyage de désinfection qui seront assignées finalement aux différents membres de ces équipes opérationnelles-là ou les gens de la gestion de l'entretien ménager. Finalement, deux petites considérations. La gestion des équipements qui ont été prêtés. Si lors de vos premières mesures, vous avez prêté de l'équipement à vos employés pour qu'ils puissent télétravailler de la maison, ma première question serait, avez-vous un inventaire de ce qui a été prêté? Est-ce que cet inventaire-là est spécifique à qui il a été prêté? Et avez-vous pensé, ou il va falloir penser à comment vous allez gérer le retour de ces équipements-là et la décontamination de ces équipements-là lors de leur retour sur vos lieux de travail. Le dernier petit point, est-ce que les visiteurs seront bienvenus? C'est fort probable que vous ayez à considérer l'emploi de fournisseurs ou que dans vos opérations normales, inévitablement, vous avez des sous-traitants, des sous-contractants qui participent à vos processus opérationnels. Il va falloir planifier finalement les mesures qui leur seront imposées pour s'assurer qu'eux non plus ne seront pas des sources de contamination externe pour vos installations. Résilience opérationnelle et financière. C'est sûr que la situation actuelle a imposé des changements significatifs à la façon dont on opère. Elle va imposer des changements significatifs à la façon dont on opère. C'est ici une opportunité qui est, je l'admets, tout à fait variable d'un secteur d'opération à un autre. C'est une opportunité pour vous de vous différencier de votre concurrence. N'hésitez pas, vos bons coups, parlez-en. Les réussites que vous avez réussi à implanter lors de cette période difficile, parlez-en. Assurez-vous que c'est communiqué. Ça démontre finalement votre résilience, ça démontre votre capacité à vous adapter. C'est du positif, faites-le. Vous avez peut-être eu l'opportunité de mettre en œuvre des nouveaux produits ou de nouveaux services dans le cadre de ces activités-là ou de cette situation-là. Il va falloir se poser la question, effectivement, si on maintient ces activités-là sur une base plus régulière ou si ça va être un retour à la normale ou
Peut-être qu'on aura une situation d'opération hybride où pour un certain temps encore, les 2 types d'opérations devront être maintenus et à ce moment-là, il y aura de la priorisation à faire puis de la répartition de ressources. Il va falloir regarder finalement, aussi les impacts à court, moyen et long terme financiers. Je suis sûr que ça, c'est le genre de choses qui est déjà en cours depuis un certain temps, mais en fonction aussi des décisions qu'on aura prises sur le redémarrage de nos activités, mais aussi sur les nouvelles opportunités, puis le les orientations d'affaires que l'on pourrait prendre, il va falloir regarder à se prévoir finalement les dépenses et que ça pourrait représenter, puis s'assurer qu'on a les liquidités nécessaires. On a mis en place plein de choses durant ces 3, 3 premiers mois, 3, 4 premiers mois, que ce soit des façons de travailler ou des nouvelles méthodes de travail. Il y en a sûrement là-dedans qui vont mériter une intégration à vos opérations courantes, même une fois la COVID terminée. Donc, c'est un moment où on peut commencer à regarder justement à l'intégration de ces mesures-là, les impacts que ça pourrait avoir, mais surtout les requis qu'on aurait besoin pour ça. Si vous étiez de ceux qui avaient de l'assurance pour les interruptions d'affaires ou perte de revenus, naturellement, c'est le temps d'en profiter, de regarder finalement les répercussions, les coûts, les déductibles et autres choses de la sorte. Mais parlez-en avec vos responsables, vos courtiers. Et il y a de l'aide gouvernementale qui est disponible. C'est là aussi une opportunité de profiter. Il y a des programmes aussi euh, qui sont là pour encourager la formation de vos ressources, l'automatisation de vos installations. C'est pas juste une question de sécuriser le cash flow. Il y a des opportunités ici là, pour améliorer vos opérations, la productivité, l'efficacité de vos opérations. Donc, prenez le temps de regarder tout ça et de voir ce qui pourrait être applicable chez vous. Ressources humaines. C'est probablement celui où il y a le plus d'éléments à regarder. C'est là que la communication devient si importante. Elle l'a été dans les autres axes de réflexion préalables, mais ici, le nombre d'endroits, en fait, au sein de notre clientèle, je vous dirais que la majorité se sont retrouvés à faire des équipes opérationnelles d'intervention, si vous voulez, là, où ressources humaines et communication travaillaient pas juste main dans la main, c'était quasi là, une fusion des objectifs de façon à ce qu'on soit certain que tout ce qu'on met en place, tout ce qu'on décide est bien communiqué vers nos employés. Donc, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de regarder et de revoir vos politiques en ressources humaines de façon à les adapter à la nouvelle réalité. Que ce soit une question de disponibilité, mais aussi une question euh, de, de de disponibilité, mais aussi d'organisation du travail. Il va falloir établir, si ce n'est encore déjà fait, un mécanisme pour faire le suivi de l'état des employés à travers votre organisation, mais aussi de leur famille. S'assurer que les employés qui sont possiblement infectés sont chez eux, mais qu'on fasse un soutien, un suivi et un soutien de ces employés-là, de leur famille, dans ces moments qui sont plus difficiles. Assurez-vous que vos moyens de communication avec vos employés sont bien connus, que ce soit les traditionnelles boîtes vocales où les gens peuvent aller chercher, des courriels envoyés vers leur courriel personnel, d'avoir accès à des messages envoyés massivement par téléphone. Je veux dire, il y a une multitude de solutions possibles, site web, site intranet. Alors, assurez-vous d'avoir des moyens efficaces pour communiquer avec vos gens. Préparez les messages un peu à l'avance, si possible. Bon, qui reviendra?
c'est clair qu'on est dans une situation où, même si on désire redémarrer nos opérations, nos employés ne seront pas nécessairement en mesure de tous revenir au travail. Que ce soit des questions de santé, des questions d'aide à des personnes proches, le fait que les écoles et les services de garde ne sont pas nécessairement redémarrés pleinement. On va avoir des situations où finalement nos employés ne seront pas en mesure, euh, prêts à ou même en soi capables de revenir, que ce soit pour les mesures que j'ai mentionnées ou juste parce qu'il y aura beaucoup de crainte à revenir en milieu de travail tant qu'un vaccin efficace n'aura pas été trouvé. Donc, il va falloir penser et planifier ces mesures-là, identifier finalement les, euh, les ressources ou les expertises uniques qui vous mettent le plus à risque. Vous avez sûrement dans vos organisations ces personnes qui ont finalement une expertise qui est essentielle, mais qui sont très peu nombreux au sein de votre organisation. Et donc, la perte de ces gens-là se ferait le plus mal. Il va falloir regarder à s'assurer que ces gens-là peuvent revenir et peut-être mettre en place des mesures particulières. Il va falloir planifier du recrutement. C'est triste à dire parce que ça veut peut-être dire qu'il y a certaines organisations qui ne passeront pas à travers la situation que l'on vit là, mais on a peut-être des opportunités d'embauche et de recrutement pour certains types de main-d'œuvre qui est plus difficile à obtenir en temps normal. À l'inverse, c'est peut-être aussi une opportunité pour certains de vos concurrents d'essayer de mettre la main sur certaines de vos ressources. L'esprit de corps. Après avoir été éloigné avec toutes les craintes, l'anxiété, le stress qui a été vécu au fil des derniers mois, ce sont des éléments qui vont être très importants à travailler. Et là, les gens des ressources humaines et des communications vont devoir redoubler d'efforts de façon à recréer cet esprit de corps, remettre en place un esprit ou un environnement de travail qui est le plus sain possible, tant au niveau santé sécurité au travail qu'au niveau psychologique, humeur, ambiance. Euh, il va falloir s'assurer que l'on communique abondamment avec nos partenaires, nos fournisseurs, nos clients, nos employés, mais leur faire savoir qu'on est prêt, leur faire connaître finalement notre plan de reprise, s'assurer finalement que notre présence, puis que notre résilience, elle est connue et que les attentes à notre égard ou face à nos produits, nos services pourront être remplies selon telle condition. Donc, un élément vraiment important. Et finalement, ne pas réduire les efforts de communication face à tout ce qui est mesures de distanciation, les mesures de protection personnelle. Vos gens n'auront pas nécessairement toutes les connaissances nécessaires sur l'utilisation de certains de ces équipements de protection personnelle. C'est super important qu'on mette en place de la formation pour s'assurer que ces équipements-là sont bien utilisés, que cette formation-là soit maintenue à travers le temps. Il y a peut-être même la possibilité d'utiliser tout le temps de préparation des lieux de travail pour former certains de vos gens avec des formations à distance sur l'utilisation de base de certains de ces éléments-là, de façon à ce qu'il y ait une partie de la formation qui soit déjà faite lorsqu'ils arriveront sur le milieu de travail. Puis là, je vois que le temps avance et que mon temps achève. Je vous dirais, assurez-vous de bien cibler vos communications. Identifiez vos clientèles, identifiez clairement les éléments d'information dont ils ont besoin, ciblez vos communications pour être certain que vous passerez clairement vos objectifs, vos attentes, vos réalisations, que vous informerez finalement votre clientèle ou votre clientèle cible de votre message avec les bonnes informations.
Je vous dirais que je vais m'arrêter ici avec une citation. Une entreprise résiliente est généralement marquée de trois grandes caractéristiques, trois caractéristiques primaires. Ils sont pragmatiques. Face à la réalité, ne sont pas victimes d'un optimisme démesuré. Donc, elles réalisent ce à quoi elles font face, elles envisagent les bonnes mesures, puis elles sont prêtes à euh, faire les efforts pour passer à travers. Elles ont un sens de elles ont la propension à donner un sens aux difficultés et aux défis qu'elles ont rencontrés. Si on peut arriver à profiter ou à retirer du positif pour s'améliorer dans nos opérations, améliorer notre efficacité, améliorer notre capacité à répondre à ces événements particuliers, on aura donc tiré un avantage, tiré un apprentissage de cette situation-là. Et surtout, elles sont ingénieuses et elles savent tirer parti de leurs forces pour développer des solutions nouvelles face aux situations inhabituelles qu'elles rencontrent. Think outside the box. Trouver des solutions ingénieuses, mettre à profit les forces, les ressources que vous avez. Des situations comme celle-ci, ce sont des situations où on va avoir des ressources, des individus qui vont devenir des leaders au sein de nos équipes. C'est une opportunité de les identifier, de les accompagner, puis de profiter de cette ressource-là pour mieux gérer ou s'aider à gérer nos situations. Je m'arrête là. Je vais redémarrer la caméra. Et y a-t-il des questions? Merci, Monsieur Tassé, pour cette présentation très intéressante. Donc, comme je vous l'ai évoqué en début du webinaire, vous avez en bas de votre écran une section Q et R. Donc, vous pouvez écrire vos questions. Donc, pour le moment, je n'ai pas reçu de questions. Donc, je vous invite à nous les poser pour que je puisse les poser aux conférenciers. Donc, je vous laisse quelques secondes si vous souhaitez bien. Profitez de ces minutes-là à ce moment-là pour vous présenter 4 sources d'informations supplémentaires, en fait plus que ça. Il y a le guide des bonnes pratiques de BCI, BCI qui est le Business Continuity Institute, qui est finalement la Bible, si vous voulez, des gestionnaires de continuité des affaires. Vous pouvez venir voir sur notre site web Premier Continuum. Nous offrons de l'information, mais aussi de la formation. Il y a le guide de gestion de la continuité des activités qui a été développé, qu'on a eu le plaisir de développer avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation, qui est là pour aider les plus petites organisations à développer leur plan de continuité des affaires. Et on a une série aussi de feuillets sur les meilleures pratiques, tant pour le retour que pour les premières phases. Alors, je vois qu'il y a une personne. Parfait. J'ai une première question. Alors, est-ce que ça vous étonne que très peu d'entreprises ont été préparées à une pandémie de la sorte? Y en a-t-il qui ont été prêtes? Qui aient été prêtes, pardon. En fait, je vous dirais que on avait toujours un peu de difficulté à vendre, si vous voulez, le scénario pandémie. Après la H1N1, le SRAS, la H7, c'était toutes des situations où finalement on anticipait de très grands impacts, puis où finalement il ne s'est pas passé grand-chose. Et donc, je vous dirais même qu'on a, pour plusieurs raisons, mais dont une qui est un peu la mauvaise presse ou image qu'aurait le terme pandémie, en continuité des affaires, on a changé le nom de nos scénarios pour absentéisme généralisé. C'est sûr qu'on couvrait plus large que juste une pandémie, mais il y avait ça qui était mis en place. Tout ça parce que finalement, la perception du risque d'une pandémie telle qu'on la vit en ce moment était vraiment très faible. Alors, non, c'est pas surprenant que les organisations aient été si peu prêtes. Je vous dirais aussi qu'il n'y a pas tant de... En fait, je pense qu'il y a encore beaucoup d'organisations qui ont besoin de travailler sur la continuité des affaires de façon générale. Mais pour ce qui est de la pandémie particulièrement, je pense que la perception du risque était vraiment pas là. Et c'est une des choses
a causé là, ce niveau un peu de désarroi. Puis, il y a aussi le fait que je pense que les scénarios qui avaient été planifiés pour ceux qui avaient mis les plans en place n'avaient pas anticipé des répercussions comme elles le sont en ce moment. Je pense que c'était tout le temps centré sur de l'absentéisme. Et donc, on se disait, il va manquer beaucoup de personnel. Mais c'est pas ça qui est vraiment arrivé. Les mesures gouvernementales, puis l'isolation ou l'isolement que les gouvernements ont demandé sont arrivés assez tôt pour dire que finalement, c'est des arrêts complets des opérations auxquelles on a eu à faire face ou des changements complets de méthode de travail auxquels on a eu à faire face. Puis les plans n'étaient peut-être pas alignés comme ça. Merci. Alors, je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Je vous inviterais, pour ceux d'entre vous qui ont le goût de pousser un peu leur connaissance en continuité. Oui, il y a le Business Continuity Institute, mais il y a aussi RECO Québec, qui est une association de gestionnaires ou de personnes qui ont des intérêts pour la continuité des affaires. Alors, c'est une petite organisation, c'est une organisation québécoise active, recoquebec.org. J'ai vu d'autres questions apparaître. Oui, exactement. Donc, j'ai une autre question. La productivité peut-elle être affectée et pour combien de temps? Combien de temps? C'est très difficile de répondre à ça. Je vous dirais que tant qu'il n'y aura pas de vaccin, les mesures que l'on met en place actuellement ou qu'on va avoir à mettre en place vont rester. Et puis, comme je vous disais au départ, il n'y a pas personne, là, malgré tout ce que vous allez entendre dans les médias, il n'y a pas vraiment personne qui est capable de prévoir quand est-ce que le vaccin va arriver ou l'efficacité que ce vaccin va avoir. Et donc, c'est certain que l'efficacité ou la, la productivité de nos organisations va être affectée pour encore un certain temps. Mais si j'avais la réponse à cette question-là, je vous dirais que j'irai aussi chercher les numéros du 649 la semaine prochaine. Merci. Alors, j'ai une dernière question. Pouvez-vous nous donner des exemples d'organisations que vous avez accompagnées et qui se sont relevées avec succès? On a plusieurs organisations avec lesquelles on travaille actuellement. Là, je vous avoue que je suis un peu hésitant sur en fait, regardez, on travaille avec un certain nombre d'organisations. Vous les avez sur notre site web. On travaille avec les Intac Assurances de ce monde. On travaille avec Desjardins. On travaille avec euh, euh, Ivanhoe Cambridge. On travaille avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation, avec le ministère des Transports. Je veux dire, on a une variété de clientèle euh, assez intéressante et tous sont en ce moment en train de réagir et de passer à travers cette situation-là. Les mesures qui sont mises en place varient beaucoup. Fait que donc, dire qu'ils ont réussi à se relever, je pense qu'on est tous en train de mettre en place des mesures pour lesquelles on a une idée de l'efficacité, mais tant qu'elles n'auront pas été vécues, rodées, je pense que c'est difficile de dire que c'était les solutions idéales. Mais toutes les entreprises qui ont pris la peine de planifier à l'avance, même si leur plan n'était pas parfait, ont tous la capacité de se relever et la, l'agilité ou la flexibilité organisationnelle pour mettre en place ces mesures-là parce qu'elles avaient déjà prévu ou pensé à certaines d'entre elles. Alors, il y a une certaine mécanique qui est déjà là. Je ne sais pas si ça répond tout à fait là, à la question. Là. Merci. Ben voilà qui met fin à ce webinaire. Merci, Monsieur Tassé, pour cette présentation. Merci à tous d'avoir été présents. Donc, comme je vous l'avais évoqué, vous recevrez cet après-midi un sondage de satisfaction avec la présentation en pièce jointe. Voilà. Merci.
Bonne journée. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.